Moi j'étais chercheur chez INRIA, donc maintenant je ne suis plus chercheur chez INRIA. Alors ils produisent quoi INRIA juste INRIA c'est le grand centre de recherche en France en informatique. Donc, moi j'étais chercheur chez INRIA à Sophia Antipolis. Moi j'ai fait ma thèse sur la philosophie du web, donc je travaillais sur l'architecture du web, j'en ai fait une thèse de philosophie, donc vraiment j'aime ça au départ. Mais je voyais bien qu'il y avait quand même un problème entre le discours porté par INRIA, c'est-à-dire les lendemains numériques, le sous-titre de l'Institut, c'est les inventeurs du numérique. Et donc il y a tout ce côté, les inventeurs de la Smart City, les inventeurs des objets connectés. Voilà, on va avoir des futurs qui vont être des futurs numériques et qui chantent et qui rigolent. C'est pour ça que j'étais de plus en plus mal à l'aise, je peux le dire. Sur le site d'INRIA, il y avait un chercheur de Grenoble, dont heureusement je ne me souviens plus du nom, qui disait « Demain, chaque mètre carré sur Terre sera connecté ». Il ajoutait quand même à la fin mais si on veut faire ça, il faudra construire plein de centrales nucléaires. Je ne sais pas s'il a vu l'état d'Areva aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'Areva soit en capacité, même le gouvernement français, de construire des tas de centrales nucléaires. Et même les gens qui sont pro-nucléaires, justement, ils désespèrent parce qu'ils savent que ça n'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que c'est des plans totalement irréalistes, type, même pour parler vulgairement, n'ont pas de business model, mais ça ne les empêche pas d'inonder les choses de leur proto-innovation, parce que ce ne sont pas vraiment des innovations, moi j'appellerais ça plutôt des itérations. Et la question qui s'est posée à moi, c'était de réencastrer ce futur tout numérique dans finalement une perspective plus large que représente l'Anthropocène, donc cette nouvelle époque géologique marquée par les activités humaines et dont on va subir les effets, qui n'est pas du tout une époque de maîtrise, qui est une époque au contraire de déprise, c'est-à-dire qu'on a provoqué ces effets, mais maintenant on se les prend en retour, on n'est pas du tout en capacité de maîtriser ce qu'on va se prendre dans la figure. Le Ravi, c'est un journal associatif, donc indépendant, ou en tout cas qui essaye de l'être, régional, donc basé à Marseille, qui distribue sur la région PACA. D'enquête et de satire. Participatif, oui, on l'est, effectivement, mais on est quand même, c'est un média, un journal qui a été lancé il y a 15 ans, par des non-journalistes, qui n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils lisaient ou de ce qu'ils trouvaient dans les médias, et qui se sont dit, on va monter notre journal, et quand on décrypte l'information, on arrive à comprendre ce que devrait faire chaque journaliste, c'est-à-dire de donner les limites de l'exercice, de dire d'où on parle, quel est le boulot qu'on a fait, quels sont les présupposés qu'on peut avoir et quelles sont les limites. Enfin voilà, on n'a rien à voir avec, on n'est pas une revue scientifique. Journaliste, c'est une tautologie, et journaliste, celui qui exerce la la fonction de journaliste. Et petit à petit, le journal s'est étoffé avec une équipe, on est rentré par contrat aidé, on a le défaut d'être des journalistes professionnels, c'est-à-dire avec une carte de presse et avec une expérience derrière nous d'autres médias. Et donc, effectivement, on est participatif par le lien qu'on a avec nos lecteurs, par le fait qu'on ne fait pas que du journalisme, on anime des débats, qu'on intervient en milieu scolaire pour faire de l'éducation aux médias, et aussi on fait des ateliers de journalisme participatif comme Ligne 16 à Nice avec Tania Cognier, où en gros on intervient dans des des associations, dans des lieux pour donner à des personnes qui ne sont pas journalistes les outils journalistiques. L'aspect participatif, il est aussi dans la dimension. On est des médias associatifs, donc avec vraiment pas beaucoup de moyens. On a la folie, nous, au Ravi, de salarier les gens. Voilà, on est royalement payé au SMIC et ça pèse quand même très lourd pour des structures associatives. Et donc pour s'en sortir, on a aussi, on bosse avec d'autres médias. On ne nous aide pas, ou on ne nous aide pas assez, donc aidons-nous entre nous, Est-ce que tu vois quand même qu'il y a un maillage du tissu associatif et particulièrement des médias à part Est-ce qu'il grossit Où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour toi ? Il y a un maillage qui est en PACA. On va dire qu'il y a quand même une belle diversité de médias. Au moment de la conférence pour les assises de la transition, j'ai donné les chiffres avancés on avait fait une tournée régionale des médias citoyens, participatifs. On a beaucoup de mal avec les qualificatifs, mais bon, ça nous avait amené à rencontrer près d'une centaine de personnes avec une 60aine de structures, avec en gros une vingtaine de journaux, une petite vingtaine de télévisions, les radios aussi on doit être aux alentours de la vingtaine ou de 15. Et voilà, et après, on revient 2 ans plus tard, Ressources Magazine n'est plus là, quand on discute avec les uns et les autres, c'est compliqué. On a eu au moins 3 médias qui nous ont dit, nous on arrête. On va inaugurer là, dans pas longtemps à Nice une rue Charles Pasqua. C'est quand même quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois, qui a quand même sur du détournement d'argent public, entre autres, je crois en 2008, 2010, 3 fois. 3 fois, ouais. Donc voilà. Et ça va être inauguré par Nicolas Sarkozy, qui me semble, il a aussi certaines. 3 fois mis en examen aussi. Voilà.
Donc, et on nous fait passer ça aussi. Oui, on a une place Jacques Médecin à Nice, c'est pas mieux. Il y a une rue Serge Dassault aussi ailleurs. Enfin, on glorifie des élus indélicats, c'est vraiment très particulier, la France. On a Benjamin Grimaud qui s'est engagé à ce qu'on ait les chiffres du coût de la fraude fiscale, les chiffres officiels, parce qu'on a des chiffres faits par des associations. Le dernier chiffre, le coût serait de 100 milliards par an pour la France chaque année. Et là, le ministre s'est dit, on va avoir les chiffres officiels dans 1 an. Donc, on n'a toujours pas de chiffre officiel du coût de la fraude fiscale. Donc comment voulez-vous qu'on se mobilise et qu'on lutte contre un phénomène qu'on refuse de mesurer? Tu vois un petit peu l'amélioration ou l'évolution entre les débuts d'Anticor et puis maintenant, par rapport aux victoires que vous avez eues peut-être, ou tout ça, ou il y a encore beaucoup de boulot à faire? Oui, il y a des évolutions parce que chaque scandale amène un petit peu améliore un petit peu la loi. Cahuzac a permis la création du parquet national financier, par exemple, et la possibilité pour les associations comme Anticor d'être agréées. Pénélope Guette a amené un petit peu de toilettage, de moralisation dans la vie parlementaire. Mais c'est très lent. Et surtout, nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, on réagit par rapport au scandale, mais c'est sans doute pas les priorités. Nous, on aurait aimé par exemple, qu'on fasse sauter tout de suite le verrou de Bercy, ça aurait été plus utile, ou qu'on rende indépendants les procureurs de la République, qui aujourd'hui ne sont pas indépendants. Ils doivent informer le ministre de la Justice de toutes les affaires sensibles. Donc on voit bien le problème des scandales, c'est que ça force le pouvoir, le gouvernement ou le président à bouger, mais sur des points qui ne sont pas forcément la priorité du moment. Voilà. La vraie innovation aujourd'hui, c'est comment on fait atterrir nos projets, comment on redirige finalement l'innovation, la technologie, etc. pour aller dans un monde finalement qui est un monde, en fait le nouveau monde à explorer, c'est celui-là, c'est le monde de demain, et c'est pas le monde finalement du progrès où on itère dans un monde bien connu. Donc les futurs qu'on a produits jusque-là, notamment les chercheurs, y compris les chercheurs qui ont une responsabilité, ce sont des futurs finalement qui sont aujourd'hui obsolescents. En même temps, moi j'ai toujours tenu ce discours devant les développeurs, devant les chercheurs. Quand on tient ce discours devant les chercheurs, ils disent absolument d'accord avec toi, mais ils ne font rien derrière parce qu'évidemment il y a des institutions, il y a une inertie, etc. etc. Moi je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste non plus. C'est le philosophe William James, pragmatiste américain que j'aime beaucoup, qui disait mélioriste. Les perspectives qu'on a, de toute façon, c'est là où je suis un peu optimiste malgré tout, nous permettent d'éviter la dystopie numérique qu'on nous préparait. Et ça, de toute façon, ça reste une bonne nouvelle.